Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour commencer cette nouvelle semaine d'information. Au programme de cette édition, Emmanuel Macron bombe le torse après de nouvelles menaces de tarifs douaniers de Donald Trump en marge de ses velléités sur le Groenland. Au-delà des grandes déclarations, l'Union européenne semble une nouvelle fois paralysée. Nous reviendrons ensuite sur le texte sur l'euthanasie qui revient au Sénat. De nombreux soignants ont fait part de leur inquiétude pendant la marche pour la vie qui se tenait dimanche dans la capitale. Et puis nous irons enfin au Portugal où les populistes du parti Chega, alliés du Rassemblement national, accèdent au second tour de l'élection présidentielle. L'œil du tigre met la peur au ventre. Emmanuel Macron doit faire face à de nouvelles menaces de son homologue Donald Trump dans le cadre des visées américaines sur le Groenland. Le point d'Olivier Frère-Jacques. Et je pourrais faire la même chose pour le Groenland aussi. Je pourrais car nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale, donc je pourrais le faire. Une menace à prendre au sérieux, mais content de voir les chefs d'État européens ne pas afficher un enthousiasme débordant face à son idée d'annexer le Groenland, le président Trump a fait ce qu'il fait d'ordinaire quand on lui résiste, menacer. Ici, menacer de droits de douane supplémentaires. En réponse, Emmanuel Macron a annoncé dimanche son intention d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne, un outil adopté en 2023, mais jamais utilisé jusqu'ici. Comparé à un bazooka diplomatique, cet instrument permet à la Commission européenne d'examiner les pressions économiques exercées par un pays tiers et, si nécessaire, d'imposer des contre-mesures, blocage d'investissements américains en Europe, restriction d'accès aux marchés publics ou suspension de droits de propriété intellectuelle. Cette position place Emmanuel Macron en petit chef de la riposte européenne, mais elle n'est pas sans risque, car le président français, pas franchement craint et respecté par ses homologues européens, pourrait être lâché et surtout il pourrait être contraint de rebrousser chemin. En tentant de tirer la couverture, le président français pourrait aussi agacer ses partenaires européens alors même que ceux-ci partagent son hostilité aux rêves expansionnistes de Donald Trump. Même la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, pourtant en bons termes avec le président américain, a clairement dénoncé un tel projet. Je tenais à vous dire que la perspective d'une augmentation des droits de douane pour les pays ayant choisi de contribuer à la sécurité du Groenland est, à mon sens, une erreur et je la désapprouve. Une opposition de principe, mais l'Italie, qui n'a pas envoyé de soldats au Groenland, n'est pas menacée pour l'heure de sanctions. Quant à l'Allemagne, la discrétion de ses dirigeants laisse entrevoir une gêne alors que les États-Unis restent le premier marché des entreprises industrielles exportatrices du pays. Le départ dimanche des quelques soldats de la Bundeswehr, arrivés 2 jours plus tôt, peut laisser penser à un renoncement rapide, même si le temps de présence des soldats allemands n'avait pas été précisé en amont. Enfin, la réponse la plus tranchée aux propos de Donald Trump est venue du Royaume-Uni avec le Premier ministre Keir Starmer qui a haussé le ton face à son allié historique alors que son pays a envoyé symboliquement un officier au Groenland. Les alliances perdurent car elles reposent sur le respect et le partenariat, et non sur la pression. C'est pourquoi j'ai affirmé que l'utilisation de droits de douane contre les alliés est totalement inacceptable. Ce n'est pas la bonne façon de régler les différends au sein d'une alliance. Il est tout aussi contre-productif de présenter les efforts déployés pour renforcer la sécurité du Groenland comme une justification de pressions économiques. De telles mesures pénalisent les travailleurs britanniques, les entreprises britanniques et l'économie britannique. C'est pourquoi j'ai été si clair sur ce sujet. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne, et mon rôle est toujours d'agir dans l'intérêt national du Royaume-Uni. Derrière la réaction un peu agacée pourrait néanmoins se cacher une réalité plus nuancée puisque Londres négocie en permanence avec Washington et que, sorti de l'UE, le pays ne devrait pas jouer la carte de l'Union avec un groupe de pays dont il s'est extrait. La France pourrait bien, en tenant la position la plus cohérente sur le cas du Groenland, se retrouver esselée en Europe et particulièrement pénalisée par des sanctions ciblées, les exportations vers les États-Unis, notamment en aéronautique et dans le luxe, représentant des milliards d'euros. Emmanuel Macron, en pleine préparation du sommet du G7 à Évian en juin, devra faire un exercice de contorsion diplomatique pour éviter un nouvel échec alors qu'une rencontre informelle avec Donald Trump à Davos n'est pas exclue.
Les sénateurs vont-ils vous débrancher ? L'euthanasie revient demain mardi au Sénat dans une version remaniée mais toujours inquiétante. À la marche pour la vie, des soignants ont affirmé leur opposition ferme. Renaud de Bourleuf. Le droit de vie et surtout de mort de retour au Parlement. Demain mardi, les sénateurs vont débattre en hémicycle de la proposition de loi sur la dite assistance médicale à mourir. Un euphémisme pour désigner l'euthanasie et le suicide assisté. Un sujet au cœur des préoccupations lors de la marche pour la vie qui s'est tenue dimanche à Paris, rassemblant 10 000 participants selon les organisateurs et 7 300 selon la préfecture de police. De nombreux soignants étaient présents. Je pense que c'est une inquiétude qui est généralisée, surtout au niveau bien sûr des patients, mais encore plus du monde médical. Et actuellement, je pense qu'il y a une levée de bouclier qui ne concerne pas que quelques médecins, mais 80% des soignants sont opposés à cette loi. Le but de chaque soignant, je ne prendrai même pas le serment d'Hippocrate, c'est de préserver la vie, de soigner, d'aider, de soulager et surtout de ne pas tuer. C'est une base même de confiance entre les soignants et les patients. Je m'appelle Éric Mercier, je suis infirmier dans le soin depuis 35 ans. J'ai été un soignant suspendu puis réintégré. J'ai toujours su que ce qui se passait dans les EHPAD à partir du 28 mars 2020, ce qu'on a appelé le coup d'essai du Rivotril, était effectivement un premier banc d'essai pour pouvoir ensuite euthanasier des gens. Que vous soyez pour ou contre l'euthanasie, vous devez comprendre qu'il s'agit d'abord d'une euthanasie de masse. Dans l'article 4 du projet de loi 661, vous le relirez, il y a des conditions d'accès. Les conditions d'accès à l'euthanasie et au fameux droit à l'aide à mourir, mais qui n'est rien d'autre qu'une euthanasie, ouvre la porte à 35 millions de maladies chroniques déclarées en France, ce qui nous fait un ratio entre 7 et 17 millions de Français. Et il y a un dernier article que vous devez connaître, c'est l'article 9. L'article 9 qui me dit, lorsque la personne va venir pour se faire euthanasier, je dois vérifier son identité, qu'elle est toujours pour faire son injection létale, et je dois veiller. Il s'agit donc d'une obligation. Je dois veiller à ce que personne ne vienne contraindre parmi les accompagnants. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fils, la fille, le mari, le père, la mère qui accompagne un être aimé qui va s'euthanasier, je vais devoir les contraindre à se taire et à les empêcher de pleurer, parce qu'il pourrait faire revenir en arrière la personne qui demande son euthanasie. Bonjour, alors d'abord je suis infirmière puéricultrice, j'ai arrêté de travailler depuis peu de temps et j'ai travaillé pendant 17 ans dans un service de soins palliatifs pour enfants polyhandicapés, et je peux vous garantir que tout notre travail, tout notre métier, c'était de les rendre heureux dans l'état très pauvres où ils étaient, de calmer leur souffrance, de l'apaiser. On était en lien avec un médecin de soins palliatifs qui venait nous donner des conseils. On a pu plusieurs fois adapter un traitement et les enfants que nous avons soignés étaient polyhandicapés, improductifs pour la société, mais c'était vraiment un milieu baignant dans l'amour et dans la joie aussi. Voilà. Et aussi par le fait que, en tant qu'infirmière, je suis horrifiée à l'idée que des infirmières pourront donner la mort. Parce que, quoi qu'on dise, c'est quand même donner la mort. Des personnes malades qui se sentent littéralement en danger avec la loi sur l'euthanasie ont pris la parole, à l'instar de Maxence, âgé de 21 ans et porteur de la myopathie de Duchenne. Je suis atteint d'une myopathie de Duchenne, donc une maladie génétique et neuromusculaire. Et voilà, donc moi j'essaye de transmettre la joie de vivre en montrant que ce n'est pas parce qu'on a une maladie musculaire qui nous contraint à utiliser un fauteuil roulant que la vie ne peut pas être marrante et drôle. Donc voilà, donc c'est sur ce point que j'ai envie de témoigner, et j'ai envie aussi de lutter contre cette loi là qui va passer la semaine prochaine au Sénat, donc la loi sur l'euthanasie. La Marche pour la vie défend des propositions visant à donner d'autres choix que la piqûre mortelle. Nous demandons le déploiement d'un grand plan pour que les soins palliatifs soient accessibles à tous les Français qui en auraient besoin. Je rappelle que 50% selon la Cour des comptes, 50% des Français qui en auraient besoin n'y ont pas accès. Et enfin, nous défendons le droit absolu à l'objection de conscience pour les soignants. La Marche pour la vie continuera de porter la voix des plus fragiles, quoi qu'il nous arrive, et de génération en génération, nous n'abandonnerons pas ce combat. Dans les jours à venir, les sénateurs vont étudier un texte plus restrictif que prévu. En effet, la proposition de loi adoptée le 27 mai à l'Assemblée nationale a été remaniée au début du mois par la Commission des affaires sociales du Sénat, dont les rapporteurs LR
Alain Milon et Christine Bonfanti-Dossat, étaient opposés à l'euthanasie. De nombreux amendements ont été déposés. Il faut dire que le texte des députés était extrêmement flou. Ainsi, selon la nouvelle mouture, l'euthanasie est envisageable si le pronostic vital est engagé à court terme, soit de quelques heures à quelques jours. Une clause de conscience est étendue à l'ensemble des professionnels de santé et le délit d'entrave est supprimé. Reste que le texte en lui-même maintient le principe d'un suicide assisté légal. Et ainsi, le pied est toujours dans la porte. Le président de la Marche pour la vie, Guillaume de Thieulois, estime que ces garde-fous pourraient sauter les uns après les autres. Dès le vote d'une telle loi, l'année suivante, il y aura un nouvel élargissement, une nouvelle extension. Et donc évidemment qu'aucun garde-fou ne tiendra, ça c'est clair. Tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont été de plus en plus permissifs. Et nous, on commence assez fort. Donc si on légalise dans l'état actuel des choses, ça sera, à mon avis, catastrophique. Et on ira encore plus. On ira que le Québec ou la... Si le Sénat est majoritairement à droite, la question de l'euthanasie dépasse les clivages politiques et il est difficile de prédire la teneur des débats dans l'hémicycle au cours des prochains jours. Il y a eu il y a quelques années un vote d'une loi sur l'euthanasie qui avait été massivement rejetée il y a 4 ou 5 ans. Le rapport de force est sur le papier assez favorable à la défense de la vie. Le problème, c'est que en général, l'hémicycle suit ce qui est sorti en commission. Et donc, personnellement, je suis assez inquiet quand même. Je ne vois pas comment la séance publique reviendra sur ce qui a été décidé en commission, qui est encore une fois la validation du principe même de l'euthanasie. Le président du parti VIA, Jean-Frédéric Poisson, était présent à la Marche pour la vie. Il affirme que la version retoquée par la Commission des affaires sociales n'a rien de rassurant quant au débat à venir. Les travaux de sortie de commission montrent qu'il y a des choses qui ont été déjà évacuées du texte de l'Assemblée nationale, du texte initial, qui étaient des choses graves, comme le délit d'entrave par exemple, ou bien les modalités d'accompagnement, etc. Les sénateurs expliquent qu'ils ont essayé de rendre un peu moins mauvais un texte qui était mauvais, mais ils ne sont pas revenus sur le principe. Donc tant qu'ils ne sont pas revenus sur le principe, j'ai envie de dire ça ne sert pas à grand-chose. C'est toujours ça, vous me direz, mais l'important c'est de ne pas faire entrer le principe de l'euthanasie dans la loi. Est-ce qu'il y a une majorité au Sénat pour le faire ? C'est le débat de cette semaine qui le dira, mais j'en suis pas certain. En tout cas, cette majorité n'existait pas en commission. On verra bien ce que donnent les débats. Je pense que ça promet d'être mouvementé. Rien n'est définitif. Encore une fois, j'ai été surpris du nombre de députés qui, en première lecture à l'Assemblée nationale, ont voté contre. Ils étaient près de 200. C'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et je pense que ce chiffre a vocation à augmenter. Donc cette manifestation d'aujourd'hui est là aussi pour soutenir ceux qui sont prêts à changer d'avis et à qui il manque juste une petite chose au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Les sénateurs vont discuter jusqu'au vote solennel le 28 janvier. Quelle que soit l'issue du vote au Sénat, le texte reviendra ensuite à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. En cas de désaccord persistant entre les deux chambres, une commission mixte paritaire de 7 députés et 7 sénateurs sera convoquée. Et en dernier ressort, c'est bien l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. La vague populiste continue de gagner du terrain en Europe avec cette fois-ci le Portugal. Le candidat du parti Chega, André Ventura, est parvenu à se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Il renforce sa progression dans l'opinion publique. Nicolas Lamberterie. La vague populiste qui traverse le continent européen depuis une bonne décennie a encore grandi dans l'Europe du Sud ce dimanche, avec l'élection présidentielle portugaise qui voit pour la première fois un candidat populiste de droite se qualifier pour le second tour. À vrai dire, c'est même la première fois depuis 1986 qu'une présidentielle portugaise n'est pas acquise dès le premier tour. En effet, jusqu'à la fin des années 2010, le Portugal voyait sa vie politique être dominée par le centre-gauche et le centre-droit et semblait insensible aux courants populistes de droite que l'on pouvait observer sur une bonne partie du continent européen. Mais comme en Espagne, les années 2010 ont vu cette tendance politique émerger pendant la décennie au sein donc de la péninsule ibérique. Un changement qui s'explique notamment par le fait que l'Espagne et le Portugal, longtemps terres d'émigration, sont devenus plus récemment des terres d'immigration. L'émergence très rapide du parti Chega, dont le nom signifie « ça suffit » en portugais, a donc rapidement changé la donne d'un Portugal dominé par le centre euro-bruxellois, dont l'incarnation la plus récente est sans doute António Costa, qui a été Premier ministre du pays de 2015 à 2024 et désormais président du Conseil européen. Fondé en 2019 par l'ancien commentateur sportif et docteur en droit André Ventura,
Le parti Chega est parvenu en moins de 7 ans à devenir la deuxième force politique du pays, et son émergence a contribué à une certaine fragmentation de la vie politique portugaise. En effet, 3 élections législatives se sont tenues de manière anticipée entre 2022 et 2025 et ont systématiquement vu Chega progresser jusqu'à donc devenir la deuxième force du pays. Et pourtant, des tentatives de barrer la route à Chega avaient eu lieu, notamment lorsqu'à l'approche des élections européennes de 2024, la page Facebook du parti avait été restreinte pour la durée ahurissante de 10 ans. Une sanction depuis lors levée, un effet sans doute du retour de Donald Trump au pouvoir. Et ce résultat de deuxième force a donc été confirmé lors de la présidentielle de janvier 2026, puisqu'André Ventura s'est qualifié pour le second tour avec 23% des suffrages. Il a été devancé par le socialiste Antonio Seguro, qui avec 31% des voix a de bonnes chances de l'emporter. Notons au passage que la plupart des candidats éliminés du premier tour n'ont pas donné de consigne de vote pour le second tour et n'appellent donc pas à faire explicitement barrage à Ventura. Il reste toutefois extrêmement improbable que ce dernier puisse l'emporter au second tour. Autre point intéressant, André Ventura est très largement en tête chez les Portugais de l'étranger. Son parti était déjà en tête chez les Portugais du Brésil, de France ou du Royaume-Uni lors des précédentes législatives. Un phénomène qui rappelle dans une certaine mesure la Roumanie, avec la surperformance au sein de la diaspora des candidats populistes, ce qui traduit un certain désarroi des expatriés vis-à-vis de l'Europe et du mondialisme en général. Ce résultat devrait en tout cas faire plaisir aux partenaires européens de Chega, à commencer par le Rassemblement national français, qui avait beaucoup œuvré pour que Chega intègre le groupe du RN au Parlement européen en 2024. Il a sans doute aussi réjoui outre-Atlantique, étant donné les liens forts entre Ventura et l'ancien président du Brésil, Bolsonaro, et le soutien affirmé de Ventura au président américain Donald Trump. Le second tour de la présidentielle portugaise est prévu dans 3 semaines, le dimanche 8 février. Et passons à présent à l'actualité en bref en France. Le meurtrier du père Olivier Maire devant les juges. Ce lundi, le clandestin rwandais Emmanuel Abayisenga comparaît devant la cour d'assises de Vendée pour l'assassinat d'un prêtre catholique de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. En 2021, il aurait tué le religieux qu'il hébergeait depuis 2 mois. Emmanuel Abayisenga sortait de prison, il avait été placé en détention provisoire pour l'incendie de la cathédrale de Nantes 1 an plus tôt. Il disait avoir mis le feu à l'édifice pour se venger du préfet qui avait refusé sa demande d'asile. Il peut en revanche être reconnaissant pour les 4 obligations de quitter le territoire français, les OQTF, qui n'ont pas été appliquées. Des experts ont conclu à une altération de son discernement, mais pas à une abolition qui l'aurait rendu pénalement irresponsable. Emmanuel Macron a travaillé pour ses amis. Pour la première fois de l'histoire, la barre des 3000 milliardaires dans le monde a été franchie, selon l'organisation, certes partielle, Oxfam. Leur fortune totale est évaluée à quelques 18 300 milliards de dollars, c'est donc 16% de plus qu'en 2024, une progression plus importante que lors des 5 années précédentes. La France compterait maintenant 53 milliardaires, chacun étant plus riche que 32 millions de personnes réunies. On constate également que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir dans notre pays en 2017, la fortune des milliardaires a doublé, le tout alors que le taux de pauvreté en France a atteint 15,4% en 2023 selon l'INSEE. Un immeuble parisien qui s'effondre littéralement. Samedi soir, dans le 11e arrondissement de la capitale, le plancher d'un appartement du 5e étage s'est effondré sur les habitants du 4e. L'accident aurait été provoqué par une fête réunissant une 50aine de personnes. 16 blessés ont été hospitalisés, dont un dans un état grave. Une enquête est en cours. Selon les premières constatations, la structure du plancher était fragilisée par une infiltration d'eau. Selon la préfecture de police de Paris, l'entretien des immeubles relève des occupants et des propriétaires. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Le Mercosur signé, la France piétinée, mais les paysans ne se découragent pas. Samedi au Paraguay, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. En France, ce sont notamment les filières de l'élevage bovin et du sucre qui sont en danger face à l'afflux massif de produits brésiliens sans droit de douane et sans contrôle efficace sur la qualité. La question qui se pose est de savoir quand l'accord Mercosur va entrer en vigueur et si Ursula von der Leyen compte attendre le vote des députés européens. Demain mardi, les paysans se mobilisent à Strasbourg devant le Parlement européen pour leur dernière chance, faire pression sur les députés qui peuvent approuver ou rejeter le traité en bloc sans amendement.
Les élus peuvent aussi saisir la Cour de justice de l'UE, ce qui retarderait ou suspendrait l'application du traité de libre-échange. Les États aussi ont ce pouvoir de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, mais le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé que la France y renonçait. Viser l'ayatollah Khamenei risquerait d'empirer la situation. Le président réformiste iranien Massoud Pezeshkian a averti que toute attaque contre l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême âgé de 86 ans, équivaudrait à une guerre totale contre la nation iranienne. Cette mise en garde répond aux déclarations de Donald Trump qui a appelé à chercher un nouveau dirigeant en Iran, qualifiant Khamenei de malade et l'accusant de tuer des gens. Alors que les manifestations sont largement repliées en Iran, Donald Trump espère pouvoir compter sur un changement d'interlocuteur, comme au Venezuela. Chaos africain et chaos en France. Le Sénégal a décroché son 2e titre de champion d'Afrique en battant le Maroc 1-0 en prolongation lors de la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Rabat. Mais ce sacre a été entaché par des débordements chaotiques. Après l'accord d'un pénalty controversé aux Marocains, dans le temps additionnel, des supporters sénégalais ont envahi le terrain, frappant des stadiers avec des chaises et provoquant des violences hallucinantes. Côté marocain, un joueur a tenté de subtiliser la serviette du portier sénégalais, suscitant les moqueries sur les réseaux sociaux. La conférence de presse du sélectionneur sénégalais a même dû être annulée pour raison de sécurité après des tensions en tribune de presse et des bousculades. En France, des échauffourées avec des individus sénégalais disposant de papiers français ont pu être constatés notamment sur les Champs-Élysées. La France est le pays d'Europe qui compte le plus de personnes marocaines ou d'origine marocaine avec plus de 2 millions d'individus. Elle est aussi la première concernant les Sénégalais avec plus de 300 000 individus. Accident mortel de train en Espagne dimanche en Andalousie. Un train a déraillé avant d'entrer en collision avec un second convoi. Il y avait plus de 300 passagers dans le premier train et plus de 100 dans le second. Ce lundi, le ministère de l'Intérieur espagnol a annoncé un bilan provisoire de 39 morts. Il y a plus de 120 blessés, dont au moins 24 dans un état grave et 5 dans un état très grave. Le ministère des Transports a évoqué un accident, je cite, « étrange et difficile à expliquer ». En effet, des experts dépêchés sur place ont partagé leur incompréhension. Le déraillement s'est produit sur une ligne droite. Le train, en service depuis 4 ans, était presque neuf et le tronçon avait été rénové en 2025. Une commission d'enquête indépendante sur les accidents ferroviaires est saisie et doit rendre ses conclusions d'ici un mois. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez un nouveau numéro de Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'économiste politique Bernard Monod pour évoquer la guerre monétaire entre Trump et les BRICS. Vous voyez ici une illustration, je le disais tout à l'heure, de ce que vous appelez la 3e guerre mondiale monétaire qui couve, vous l'expliquez dans vos travaux, depuis 4 ans, une guerre entre les BRICS et l'Occident, les États-Unis en particulier, puisque dans le reste de l'Occident, il n'y a plus grand-chose. Pourquoi la monnaie est-elle au centre du jeu ? Il s'est passé beaucoup d'événements depuis 2020 qui convergent aujourd'hui vers un choc systémique probablement pour 2026 que personnellement j'annonce depuis longtemps, notamment dans le livre que vous avez cité, Le patriotisme ou la banqueroute. Et donc il y a un élément qu'il faut avoir bien en tête pour vos auditeurs et pour la compréhension générale, c'est que nous avons perdu 33% par an de valeur de l'euro par rapport à l'or. 33%, c'est un chiffre assez important et voire un peu fatidique, c'est-à-dire que c'est l'hyperinflation, c'est la définition de l'hyperinflation, c'est 33% d'inflation par an pendant 3 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque depuis les 3 dernières années, l'euro par rapport à l'or a perdu 97%. À la date où je vous parle aujourd'hui, c'est environ 97%. Donc on est dans cette définition de l'hyperinflation. Également au programme le Zoom du jour avec la juriste Aude Mirkovic. Elle présente son ouvrage Le droit naturel, une ressource pour notre temps. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.